obligé de sourire tout le temps. Hein. Bonjour, bienvenue sur cette session en direct de True Paris. Nous allons parler de Community Management RH avec Émilie Drian de Michelin et Laetitia Aubert de Deloitte. Avant de commencer, on fait un rapide tour des gens qui sont autour de nous. Laurent Pernel, je suis responsable marque employeur chez Alliance. Bonjour, Julien Chappé, je suis Social Media Manager dans l'agence de communication RH For People. Bonjour. Bonjour, je suis Anne Pestel, stagiaire chez TMP Worldwide. Je vous laisse engager la... Nous, on va se présenter aussi rapidement en fait. Vas-y, Émilie. Donc Émilie Le Drian, donc moi je suis Community Manager pour la marque Michelin. Michelin. Et moi je suis donc Laetitia Aubert, Community Manager et chargée de projet RH chez Deloitte. Donc Community Management RH, comment maximiser son impact? En fait, nous, quand on a commencé à réfléchir un petit peu sur le sujet avec Émilie, on s'est rendu compte qu'on venait de deux secteurs différents, deux univers différents, donc à savoir les services et l'industrie. Et on a fait une constatation, c'est que finalement, on avait à peu près la même vision de la chose, pour maximiser en fait notre impact sur les réseaux sociaux. Une stratégie identique Une aussi. stratégie voilà, assez similaire. Mais l'idée c'est qu'on puisse aussi partager un petit peu tous sur ce sujet. Nous on est parti du principe qu'on avait quand même défini à la base une stratégie en fait digitale sur les réseaux sociaux. Définir un contenu éditorial pour animer la communauté et bien sûr engager justement la discussion sur les plateformes sur lesquelles on était présente. Après, chaque entreprise choisit ses plateformes. À peu près, nous, on est identiques sur les choix qu'on avait faits. Voilà. Quand vous dites, je peux poser des questions? Bien sûr. Quand vous parlez de communauté RH, est-ce que ça s'adresse à la communauté RH externe, comme les candidats, ou aussi la communauté RH interne, donc l'ensemble du collectif de travail? Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez segmenté votre cible interne avec certains types de collaborateurs qui s'exprimeraient sur certains types de plateformes, les managers, les partenaires sociaux, les salariés de tel type d'entreprise ou d'établissement, par exemple en usine versus le siège? Comment est-ce que vous avez organisé ce community management? Alors nous, chez Michelin, en fait, c'est donc moi qui gère le community management pour l'ensemble des plateformes. Et par contre, je vais voir en interne pour avoir du contenu, pour pouvoir le diffuser justement moi sur les plateformes sur lesquelles on est présente. Mais le contenu s'adresse bien sûr nous pour notre cible, pour le recrutement. C'est vraiment, on est rattaché au service du recrutement et c'est pour la marque employeur. Voilà. C'est le même cas de figure en fait chez Deloitte où effectivement quand on parle de community management RH, ça va vraiment être du community management pour recruter, pour attirer des talents. Et on a effectivement donc différents canaux, mais c'est dédié sur de la communication externe en fait à destination de nos écoles et de nos candidats cibles. Mais moi je suis plutôt partisan Enfin, je trouve toujours ça un petit peu dangereux de centraliser l'activité de community manager, parce que finalement même alors surtout dans des grandes entreprises, je sais qu'on y est confronté, les problématiques au recrutement selon les populations, finalement on a des recruteurs qui ne vont pas s'adresser à leur cible de la même façon. Et si moi je me fais le seul et unique acteur, oui je peux aller faire comme tu disais, aller chercher, appeler à mes contributeurs finalement pour avoir du contenu, mais est-ce que je vais bien m'adresser aussi bien qu'eux le feront s'ils prennent la parole? Et la question que je me pose moi aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir des community managers plutôt un petit peu partout, plutôt que de... je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet, mais alors je ne dis pas que ça va se faire demain, hein, parce que c'est forcément... il faut c'est quelque chose qui s'apprend, mais... Après, c'est plutôt le rôle des ambassadeurs à ce niveau-là. Il est vrai que dans certaines entreprises, ils forment des réseaux ambassadeurs. Ils vont les briefer, entre guillemets, leur fournir des guides au niveau des réseaux sociaux pour qu'ils prennent ensuite la parole, en plus de tout ce qui est community management au niveau du compte, que ce soit par exemple de votre recrute ou de votre France.
pense. Ça, effectivement, nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un community manager qui est identifié, et autour de ça, nous, on a des ambassadeurs qui vont aller prendre la parole. Aujourd'hui, on est essentiellement présent sur le site, mais on essaye de développer, on a lancé récemment une application sur Facebook avec des ambassadeurs qui, effectivement, sont présents, qu'on essaye de mettre en avant de manière régulière, en fait, et qui échangent comme ça, alors en direct, mais par écrit, avec les internautes. Mais ce qui fait qu'il n'y a plus que le community manager tout seul, c'est vraiment un peu la communauté autour aussi qui anime. Nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Accenture exactement, c'est de laisser la parole à nos membres de l'UTI, donc nos ambassadeurs qui prêchent la bonne parole dans les écoles. Et en fait, en tout cas, ce que je note, c'est qu'ils ont plus de difficultés à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que pourtant, ils ne sont pas si vieux que ça, donc je pense qu'ils l'utilisent à titre personnel. Mais le fait peut-être de laisser une trace écrite sur ce qu'ils vont dire de l'entreprise, parce qu'ils vont parler de l'entreprise, ça les bride un peu, et c'est vrai qu'on a du mal à faire décoller la dynamique. Il y en a qui le font, certains, mais on sent qu'il faut vraiment sensibiliser et donner des outils, effectivement, de comment on peut faire de bonnes pratiques en fait, sociaux, parce que c'est pas forcément toujours naturel pour ceux qui sont pas community managers. Oui, tout à fait. En fait, il ne faut pas hésiter à accompagner le collaborateur. Et également leur fournir du contenu. Exactement, parce qu'ils ne savent pas quoi publier. Enfin, ils ne savent pas. C'est vraiment quelque chose, et respecter vraiment la charte de l'entreprise, etc. C'est vraiment très important. Et c'est assez difficile de communiquer ça en interne. L'idée, c'est aussi de leur laisser la parole, en fait. Donc, c'est qu'ils soient, en tout cas pour nous, c'est qu'ils soient le plus transparent possible. Alors c'est vrai qu'on va leur fournir des réponses sur des questions plus sujet RH en fait, mais après tout ce qui est lié au métier, enfin des questions liées au métier ou au cabinet, ils sont totalement libres de répondre. Et c'est ça aussi qui est important, c'est le juste dosage en fait, de leur laisser aussi la liberté d'être acteurs. Je pense que quand une entreprise commence à prendre la parole sur les médias sociaux, notamment en termes de marque employeur, il faut qu'elle soit assez à l'aise avec sa marque employeur, avec ce que les collaborateurs vivent en interne, avec l'expérience des collaborateurs, pour pouvoir après les laisser en transparence discuter avec les futurs candidats, ou actifs ou passifs, après en fonction des candidats. Effectivement, si l'entreprise elle est un petit peu frileuse, etc., toutes les guidelines du monde, elles ne vont pas changer le fait que le ressenti qu'il pourrait ressentir du discours du collaborateur sera un peu mal perçu par le candidat dans le dialogue. Donc effectivement, il faut aussi quand même prendre la parole quand on est à l'aise quand même. Aussi. C'est un premier point. Et sinon, il ne faut pas y aller. Alors pour vous, justement, comment être impactant sur les réseaux sociaux en tant que community manager RH? Est-ce que vous avez des idées particulières ou vous souhaitez réagir? Alors, moi, je pense que la fonction de community management peut être très chronophage également et très redondante, etc. Donc je ne sais pas comment gérer un peu le fait d'être community management, avoir un peu plus de créativité, changer un peu le quotidien. J'en fais un peu, et parfois on tourne un peu en rond, même si on a une stratégie, même si on connaît bien nos cibles, on a du contenu, etc. Donc on a atteint le nombre de followers, voilà, et après à un moment donné ça peut vite baisser, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des techniques ou des choses à nous conseiller pour pouvoir être plus créatif voilà. Parce que je pense que vous avez déjà un rétro-planning, vous avez planifié, etc. À un moment donné, je pense que... il faut trouver toujours des idées nouvelles dans le contenu aussi. Alors je parle notamment sur Facebook. Il y a des possibilités aussi de faire des jeux, développer des applications pour mettre en avant un événement ou une action de recrutement. Nous, c'est ce qu'on va lancer dans les jours qui arrivent, justement pour packager un petit peu l'offre de notre événement de recrutement. Avant, on passait par notre site carrière classique pour diffuser la communication sur cet événement et puis sur d'autres sites. Mais là, on s'est dit, on va changer, on va innover justement et passer par une nouvelle application. Donc je pense que voilà, c'est s'adapter aussi à ce qui vient sur le marché et puis tester. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de benchmark, on a très peu de recul
sur ce qui est bon et pas bon. Donc il faut tenter parce que sinon on ne peut pas se rendre compte si ça va fonctionner ou pas. Enfin, je sais pas si ça vous fait réagir ou pas. Ouais, moi ça me fait réagir. Déjà, tu parles de Facebook, je pense qu'il faut déjà se poser la question, si on veut être impactant, on ne peut pas être impactant de la même façon sur les différents supports. Après, moi, le multicanal, j'aime bien, mais si on dit partout la même chose, c'est pareil, ça me pose aussi un problème. Pour Facebook, en ce qui concerne Alliance, on a travaillé sur une stratégie d'animation en imaginant quelle pouvait être notre cible. Donc effectivement, on s'est plus orienté sur une population plus jeune et on s'est dit comment travailler ce contenu. Qu'est-ce que les gens qui vont sur Facebook souhaitent voir finalement de la vidéo et de la photo. Et on le voit bien au travers des statistiques, c'est ce qui est le plus liké. Donc après, il faut savoir comment orienter ça. Donc vidéo, photo. Nous, on s'est dit que Facebook, c'était à notre avis le meilleur support pour montrer comment on pouvait vivre chez Alliance. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne choisit plus une entreprise uniquement pour le poste, mais aussi parce qu'on a envie de s'y sentir bien et ça me semble essentiel. Alors, il faut parler vrai, c'est sûr qu'il n'y a pas de toboggan, il n'y a pas de piscine chez Alliance, donc il faut dire la vérité. Mais clairement, ce n'est pas pour autant que c'est une entreprise où il fait pas bon vivre, au contraire. Donc, et on touche des populations qui sont intéressées par le métier et qui en plus essayent de savoir comment on peut travailler dans cette boîte. Donc on a orienté la stratégie simple, on s'est dit voilà, on fait 30%, un tiers on va dire de postes sur les métiers, on fait un tiers de postes sur une animation on va dire liée ce qu'on appelle chez nous le Into Alliance, comment on vit chez Alliance, et puis le reste ça va être des offres d'emploi, et puis de temps en temps, on va piquer ce qu'il y a sur les autres pages Facebook du groupe pour aller donner de l'information corporate ou institutionnelle. Aujourd'hui, c'est un schéma qui fonctionne, il y en a peut-être de meilleurs, mais voilà. Après, oui Thierry. Est-ce que l'un d'entre vous, je ne sais pas si vous aurez le droit de le dire ou pas, a eu recours à des stimulations de publication, c'est-à-dire en gros à payer sa diffusion? Payer sa diffusion sur Facebook, booster ses annonces en payant. Pour les offres? Pour les offres, pour le reste, pour n'importe quoi. Est-ce que vous avez expérimenté la diffusion payée? Mais pub alors? Oui, ah oui, publicité. Moi, c'est booster les postes par du CPC en mettant. On s'est fait accompagner. Non, on parle pas de on parle de stimulation de publication. Ouais, c'est ça. Grosso modo, vos portées, elles sont à 20% ou 15%. Ouais. Non, des cas, personne. et en rajoutant 5, 10, 15, Et on booste, 50, et on booste 100 euros, Sur tout le monde peut toucher. Ouais, mais non, et est-ce qu'il faut le faire? C'était juste une question. Non, mais peut-être que... Alors nous, on peut témoigner chez Accenture, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est très ponctuel, mais nous, on a lancé une web-série au mois de janvier, dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et quand même un budget conséquent, et donc on avait vraiment envie de donner de la visibilité. En revanche, on a vraiment pris le parti de le diffuser uniquement sur les réseaux sociaux, donc beaucoup Facebook, puisque qui dit vidéo, dit format adapté à Facebook, comme tu le disais très justement, Laurent. Et donc on avait 9 épisodes, sur les 9 épisodes, on en a sponsorisé un. C'est incroyable la différence de portée, effectivement, et le nombre de likers que ça nous a rapporté sur notre page Facebook, et pour autant qualifié, parce qu'en fait c'est des gens qui effectivement ont vu, donc plus de gens finalement ont vu cet épisode-là, mais si in fine ils vont liker notre page, c'est qu'en fait ils se sont retrouvés dans ce qu'on leur montrait, sinon ils s'en vont tout de suite. Donc je pense qu'il y a un moment donné où effectivement quand on voit la baisse en fait de reach total d'un post sur Facebook, sur la totalité de notre communauté de fans sur Facebook, c'est vrai que c'est quand même... moi, c'est une expérience, encore une fois, sur un cas de figure, mais c'est quand même assez impressionnant. Ça fait entièrement partie de ma stratégie d'avoir au moins plus ou moins un post par jour qui est boosté, parce que ça permet de donner de la visibilité. C'est dans le cadre de campagne de recrutement, donc ça donne de la visibilité à mes clients qui en font partie. En plus de ça, ça génère pas mal de trafic sur la page, ça les attire, ça permet de toucher une audience qui est ciblée par pays. Nous, quand on nous demande d'avoir des candidats par pays, donc évidemment c'est intéressant. En plus de ça, ça permet
peut booster un peu les ranks et donc ça donne plus de visibilité aux autres posts qui ne sont pas sponsorisés. Et de toute façon, Facebook tend à pousser à ça, ils réduisent l'algorithme pour être sûr que vous êtes tenté de le faire et à un moment, Bien sûr. on n'y arrive pas. Par contre, leur système est bancal et a complètement craché. Parce que tout le monde commence à l'utiliser parce qu'ils ont leur enfin, ils targetent beaucoup plus les PME et donc ils ont des programmes où ils insèrent des personnes et les poussent à utiliser ce produit. Le seul problème, c'est que la timeline ne suit pas. Et donc évidemment, ils ont que des slots horaires et tout ne peut pas être boosté. Donc ça a craché. Ça, c'est une question. Et plus largement, sur les autres médias sociaux, au-delà de l'investissement de vos entreprises dans vous, déjà, est-ce que vous avez des budgets community management Oui, bien sûr. dédiés à des montages d'opérations? Vous entendez tout à l'heure les applis. Oui, tout à fait. On est obligé d'avoir... Heureusement. Il faut anticiper un peu quand même, ouais. Heureusement, je dirais. Il n'y a pas que les moyens humains. Non, heureusement. Non. Est-ce que c'est mesuré chaque action Le retour sur investissement. Le retour sur investissement, oui, Stop, oui, stop. J'en peux plus de cette question. Pardon, il n'y a rien de personnel. Hein, Moi, dans ma boîte, j'essaye un peu de le pousser, mais comment vous faites pour démontrer que ça va avoir un retour et que c'est pas juste pour me faire plaisir dans ce sujet? Je démontre que ça n'a pas d'intérêt d'avoir un retour. Voilà. Quand Je démontre que ça n'a pas d'intérêt d'avoir un retour immédiat. Non, mais on est sur un métier de marque employeur. Est-ce que ça fait partie du jeu? Je veux dire, on ne se pose pas systématiquement la question, même si certains pourront dire le contraire. Enfin, il y a des actions de marketing produit et il y a des actions de marque où on ne se pose pas forcément systématiquement la question, parce qu'il faut y être. Et on n'a pas le choix. On peut... et je trouve que c'est... Enfin, je sais pas... Je trouve que c'est pareil sur la marque employeur. Aujourd'hui, il faut y être. Donc, arrêtons d'essayer de se justifier avant même d'avoir tenté une quelconque aventure, parce que c'est pas... Ouais, et puis dans les faits, c'est bon, à part ce qu'on parle aux concurrents, mais on va dire quoi? On va dire, ah, bon, je lance un compte Twitter, il faut que j'ai 5000 followers. Pourquoi 5000? Pourquoi pas 3000? Pourquoi pas 10 000? Et quelle est la mesure aujourd'hui? À part se dire, ouais, j'en ai plus que mes concurrents, mais ça veut dire quoi? Des followers qui me suivent, des followers qui interagissent. Enfin, voilà, aujourd'hui, le ROI en community management et encore plus en RH, c'est dur à mesurer. Alors, on peut le mesurer, mais par contre, les effets vraiment réels, parce que finalement, c'est quoi? Une finalité de recrutement, une finalité d'image, tout ça, ça se mélange et c'est hyper compliqué à mesurer. Donc, autant effectivement se dire, peut-être on fait du community management, on a un taux d'engagement intéressant, ça, au moins, c'est un indicateur qui est bien, parce que finalement, on a envie que les gens y participent, y réagissent au poste qu'on met. Donc là, c'est quelque chose qui a du sens. Après, le reste, c'est vrai que c'est beaucoup de données marketing qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la marque employeur et la communication et de la RH. Voilà. Alors, moi, juste une chose, c'est un métier qui est assez récent, community management quand même. Est-ce que vous pensez que ça va rester? Est-ce qu'il va disparaître à un moment donné? Est-ce que... Vas-y, je finis. En fait, termine. En fait, c'est pas un métier qui est si récent que ça. Enfin, c'est un métier dont le titre est récent, mais en fait, depuis le début, par exemple, des gens qui faisaient de la com interne notamment, ils animaient, ou des journalistes, des gens qui faisaient des RP, ils animaient déjà des communautés. Donc aujourd'hui, les médias sociaux donnent cette étiquette community management, etc., qui est plus précise. Mais dans l'absolu, en fait, c'est un métier qui a juste un nouveau nom, mais qui ressort en fait toutes les pratiques qui existaient avant. Un exemple parfait, en RH, je veux dire, des gens qui font des relations sociales, ils animent des communautés d'élus, de DP, alors c'est très RH, mais en même temps, ils font exactement le même boulot qu'un community manager, ils les animent, ils leur parlent, ils essaient d'engager pour au final avoir une signature d'accord pour l'entreprise. Mais finalement, on est sur le même type de métier. Et d'ailleurs, il y a peut-être des passerelles à faire. Tu voulais dire Non, mais je voulais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est un métier qui a de l'avenir, parce que je pense que à un moment donné, il faudra que tous les salariés soient quelque part, ils aient une petite partie d'eux qui soit community manager. Faut tendre vers ça, je pense, pour répondre vrai, juste et au bon moment, quoi. Il m'est arrivé combien de fois d'avoir sur Facebook des questions qui m'étaient posées, qui ont une dimension RH. Ce métier, je le connais, je l'ai fait, même si aujourd'hui je ne le fais plus. Et j'étais quand même collé parce que c'était lié à une problématique RH bien spécifique, sur un métier spécifique. Et il a fallu que j'appelle les recruteurs qui recrutent cette ligne de métier, parce que je ne savais pas répondre. Et si demain j'ai un bon community manager ou un bon relais de community management sur ces métiers-là, j'ai tout gagné, parce que j'ai pu à le faire. Je lui donne, entre guillemets, une partie de la main, et puis on l'accompagne, on le forme,
il répondra mieux et plus vite que moi. Donc, d'où le rôle des ambassadeurs. ouais, ambassadeur. Peu importe le nom. Puisque là, on est sur du métier, j'ai envie de dire. L'ambassadeur, ça va, à mon sens, c'est un peu plus large que ça. Là, c'est une compétence qu'il va falloir demain avoir, je pense, pour être meilleur. Donc, c'est pas, vous ferez pas du community management toute la journée, mais vous avez cette compétence. Elle est dans votre, c'est une petite poche de plus de votre métier. Et quand on en a besoin de l'utiliser sur votre spécialité, bah, vous savez faire. Mais le rôle de community, pardon. Non, j'allais dire, c'est une des compétences. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que... Tout à fait. Finalement, est-ce que c'est pas un très mauvais terme à la community manager? D'ailleurs, on le change, là déjà, on passe au nom français bientôt, je crois. C'est déjà fait. Animateur de communauté. Ouais. Animateur de communauté. Ouais. Bon, restez community manager. Ouais, finalement. J'avoue. Là, on parle beaucoup de community manager en interne, puisque justement, nous, dans nos entreprises, c'est géré en interne. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres entreprises qui le gèrent en externe, par des agences ou par des personnes en freelance. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le community manager doit être issu de l'entreprise et le gérer en interne, ou une agence est capable aussi de le faire à la place de l'entreprise? Ça, c'est une question que vous étiez posée, nous aussi. Je sais pas. Ça a fait un débat, je me rappelle, sur le blog de Julien Côte de la CGI. Et en fait, il part du principe que le community manager doit faire partie intégrante de l'entreprise, étant donné qu'il va refléter, ça va être la transparence de l'entreprise, il va falloir qu'il communique les valeurs, et qui mieux qu'un employé au sein de cette entreprise peut le faire. Quelqu'un d'externe risque de se retrouver avec, de communiquer une image qui ne serait pas forcément l'image réelle de l'entreprise. Après, c'est un débat. Il y avait une personne qui voulait rebondir là-bas. Personnellement, moi j'ai rien à voir avec les RH, mais ça fait 20 ans que je suis dans la même entreprise. Je suis maintenant community manager, j'ai fait plein de postes dans l'entreprise et j'estime que tout ce que j'ai pu faire dans cette entreprise me permet maintenant de mener parfaitement la mission qui m'a été confiée, parce que je connais par cœur toutes les réponses à apporter. Bien sûr. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, il ne faut pas recruter un community manager en externe, il faut le recruter en interne, c'est juste incontournable. Et là, pour le coup, s'il a un peu de bouteille dans la maison, c'est encore mieux. Ouais. Moi, je pense que le rôle des agences externes, c'est peut-être de passer le témoin. Voilà. C'est au cas où de faire un peu de formation, etc., sur 6 mois, admettons, pour au moins faire comprendre à des entreprises qui ne sont pas dotées en termes de ressources, pour faire monter quelqu'un en compétences. Voilà. Mais après, effectivement, je crois être en accord, il vaut mieux avoir des gens du cru, on va dire quasiment, pour parler, pour prendre ce rôle de community manager. Après, il y a une question de capacité de communication, de capacité de pouvoir aussi, de temps, de pouvoir prendre la parole, parce que c'est hyper chronophage. Donc, dans un premier temps, ça peut effectivement être une solution. Maintenant, moi, je pense que c'est bien aussi que l'interne aussi comprenne que c'est intéressant de pouvoir aussi échanger avec les parties prenantes, quelles qu'elles soient, voilà, des candidats, des clients ou financiers. Bref, on a fait les deux. Chez Accenture, on a commencé par travailler avec un community manager en externe, dans notre agence, et en fait c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que nous ça nous a servi à convaincre en interne qu'il fallait avoir des ressources. Mais après, dans beaucoup d'entreprises, c'est quand même pas facile au départ de convaincre la direction qu'il faut allier du temps de collaborateurs, même si c'est un collaborateur au début, à ça. Donc nous, ça nous a vraiment permis de montrer que c'était important d'être sur les réseaux sociaux, qu'il fallait y dédier du temps et qu'effectivement, il y a un moment donné où même quelqu'un d'externe qui nous connaît très bien, à qui on raconte tout, qui passe du temps chez nous, à un moment donné, c'est jamais la même chose que, je rejoins complètement ce que vous dites, qu'un collaborateur qui connaît bien l'entreprise et pas depuis effectivement 2 mois, mais depuis plusieurs années. La notion d'ADN en fait, de l'entreprise passe aussi par le community manager qui transmet sur les réseaux sociaux en fait l'ADN de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de transparence. Justement, on fait le pari d'être transparent sur les réseaux sociaux pour montrer, entre guillemets, nous, la vraie vie, comment ça se passe dans l'entreprise. Comme disait tout à l'heure Laurent, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les toboggans, etc. Mais on essaye aussi de montrer aux candidats comment ça se passe s'ils viennent chez nous rejoindre,
travailler dans notre entreprise et de montrer aussi tout ce qui est qualité de vie au travail, puisque ça c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui pour les candidats. Effectivement, il y a le poste, mais ils choisiront aussi l'entreprise plutôt. Par rapport au même poste donné, il y a aussi le choix de l'entreprise. Après, il y a des entreprises différentes, localisées aussi différemment. Pour la plupart, vous êtes sur Paris, nous on est en Auvergne. Donc pour attirer les candidats, je vous vois tous sourire, pour attirer les candidats, c'est pas forcément facile. Et pourtant, les candidats qui viennent chez nous et à qui on propose un job, après ils ne veulent plus partir de Clermont-Ferrand. Ils apprécient la région et ils disent non mais on a des choses à regarder. Ça mérite des applaudissements. Et du coup, c'est vrai que dans la démarche, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important, c'est aussi de montrer sur la région. Ça, on communique énormément, en plus on a une région qui est très active, nous, sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça nous permet de rebondir là-dessus. Chose peut-être, par exemple, que vous ne faites pas, parce que sur Paris, vous n'avez pas de souci d'attirer des candidats. On a d'autres soucis. Voilà, il y a chacun d'autre. Il y a justement plus de compétition aussi. Et là, on a beaucoup parlé de Facebook. Quelle est votre stratégie sur les autres réseaux, si vous y êtes? Alors nous, on n'est pas sur Twitter, on se pose la question, mais je crois qu'à force de se la poser, on finit par avoir une réponse naturelle. C'est que je ne suis pas certain qu'on y aille, en tous les cas pas sur l'ARH, parce qu'on a un compte Twitter corporate et sur lequel on diffuse une fois par semaine, on met en avant une offre d'emploi. Et justement, je reprenais tout à l'heure la problématique de diffuser la même chose sur en multicanal. Et si c'est pour faire du contenu que je diffuse partout, je ne vois pas bien l'intérêt. Et j'ai peur surtout que ça lasse l'internaute et que ça lasse le candidat. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, on n'y va pas. Donc vous n'êtes que sur Facebook? On est que sur Facebook. D'accord. Aujourd'hui. Nous, on est sur Twitter en fait. Et là, effectivement, nous, on ne souhaite pas non plus diffuser la même information, en tout cas pas de la même manière sur les différents canaux. L'intérêt pour nous Twitter, en fait, c'est par rapport à nos actions en fait, campus ou dans les écoles. Typiquement, dès qu'on a un événement campus, on essaye de tweeter, d'interagir aussi avec les écoles et on se rend compte que ça fonctionne de mieux en mieux en fait, d'échanger comme ça. Enfin, on a des événements de recrutement aussi qu'on organise et le fait de pouvoir les relayer comme ça sur Twitter en interpellant une école ou université cible, ça permet aussi de pas mal engager l'échange et la discussion. Alors nous, on est sur Twitter depuis septembre. On a relancé un vieux compte qui était en stand-by. Et là aussi, la stratégie est différente par rapport à la page Facebook. C'est vraiment diffuser au maximum les offres d'emploi avec les liens sur le site Michelin Carrière. Ensuite, aussi tout ce qui est événements de recrutement. Et puis les jours J, les forums, les relations avec l'école. Aussi tout diffusé sur Twitter. Et on a une page groupe aussi LinkedIn. Qui est déployé avec après nous sur les différents pays sur lesquels on est présent, où là aussi on peut poster tout ce qui est information sur l'entreprise et des offres d'emploi. Ouais, on est également aussi présent avec une page carrière sur LinkedIn qui est plutôt une page corporate, j'ai envie de dire, et également une présence en fait sur YouTube où effectivement on a beaucoup de contenu vidéo au niveau de Deloitte, que ce soit sur les métiers ou sur des actions de recrutement ponctuelles et c'est vraiment une chaîne aussi qui nous permet d'avoir dans un même endroit en fait tout notre contenu vidéo. Est-ce que vous avez animé des blogs ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est plutôt le marketing qui va animer les blogs? Non, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de compte Twitter non plus corporate, ni de page Facebook, donc là c'est uniquement recrutement. Pas de blog RH chez nous non plus. Un blog business, oui, mais pas RH. Vous réfléchissez à d'autres incursions dans d'autres univers sur les médias sociaux? En gros, on parle des réseaux pro et puis Facebook, Twitter, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont conduites? Je sais pas, il y a BNP Paribas ou Accor récemment sur Pinterest. Plus tout un tas de nouvelles nouveautés dont on nous parle, Vine, Feed, Snapchat, et des moins connus encore. Pardon, je t'en prie. Nous, on s'est aussi posé la question, puisque forcément les autres y sont, est-ce qu'on doit y aller ou pas? Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas y aller, de se concentrer en tout cas sur les plateformes sur lesquelles on était présente, et puis d'essayer au moins de continuer notre travail. Et puis voilà, on verra peut-être sur 2014, mais dans l'immédiat, pour l'instant, le but, c'est pas non plus
d'être partout si c'est pour avoir le même contenu. Parce qu'après aussi, il faut pouvoir se différencier. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour chaque page, chaque site, on a le même contenu, ça sert à rien. Il n'y a pas forcément d'utilité. Ouais, néanmoins, il y a des choses sur lesquelles on peut être quand même différent. Je pense à Pinterest. J'en parlais la semaine dernière avec les gens de la Poste, là, Laurent et Véronique, qui me disaient qu'ils avaient lancé un Pinterest. Et je dis, moi, je le sens pas parce que je me sens pas prêt au tout des cas parce que je sais pas ce que je vais y mettre, quoi. Et il me dit, mais moi, pour nous, la question, Laurent il me répond, mais pour nous, la question se pose pas vraiment parce que vu le nombre d'agences qu'on a en France, et voilà, on va s'orienter sur des photos d'agences en France et avant de s'essouffler, on a un peu de marge, quoi. Donc voilà, je dis, ouais, là, du coup, je comprends, ça a un réel intérêt. Je comprends pourquoi vous avez eu la tentation d'y aller et pourquoi vous démarrez. Mais quel voilà, est moi, s'ils y trouvent un intérêt, l'innovation passe par la tentative, hein. Oui, bien sûr. Maintenant, mais c'est démultiplier des efforts pour un retour qui n'est pas forcément très pertinent. Je pense que c'est des efforts assez minimes. Ouais, après... Oui. Montrer ce qui se passe dans les entreprises, dans les différents points de contact, que ce soit mettre en avant certains travailleurs qui sont peut-être en région et qu'on n'est jamais ou rarement en avant, et dire voilà, on va les mettre sur Pinterest plutôt que bien sûr, ouais. Et montrer, et on est plus sur du visuel, il y a des gens qui vont aller plus facilement sur du visuel, donc ils vont aller sur Pinterest, et je vais toucher une population qui va peut-être moins aller sur Pinterest. Mais est-ce qu'on connaît bien sa population sur Pinterest? On sait qu'aujourd'hui c'est 80% de femmes par exemple sur Pinterest, donc est-ce que c'est la bonne population? Est-ce que ça vaut le coup de montrer des travailleurs à Clermont-Ferrand dans le... Voilà, enfin excusez-moi, vous rigolez. Je pense qu'il n'y a pas assez d'hommes dans des métiers techniques. Ça dépend de la stratégie au départ. Là, c'est une question de stratégie. Bien sûr. Mais je pense aussi Pinterest, c'est hyper puissant à partir du moment où on a des belles photos, on a du bon contenu à mettre. Et Pinterest, voilà. Ça sert à rien d'aller voir un pinboard où il se passe rien, quoi. Où c'est des photos qui pourraient aller sur Facebook, qui pourraient aller sur Twitter. Pour moi, il faut quand même un petit peu de contenu, de valeur ajoutée. Il faut travailler les photos pour l'usage spécifique du Pinterest. Et là, du coup, C'était qu'un des gens envisageait d'aller sur Vine. À titre personnel, oui, mais 5 minutes et je suis sorti. Hein, donc, mais je trouve ça vraiment trop court. Pourtant, j'ai adoré le concept, mais il faut aller voir quand la page peut-être que je sais. Best Vine. Ouais. Là, on montre vraiment les perles des vidéos. D'accord. C'est chouette. Il y a moyen d'être sacrément créatif. Mais si certaines sociétés ont déjà pensé essayer de percer sur ce réseau, c'est quand même un des réseaux les plus forte croissance. Mais vu ce que coûte la production d'une vidéo, dans l'équipe on en parlait avec Hélène qui est là, on en parlait il n'y a encore pas longtemps, c'est peut-être un truc voilà, il faut peut-être creuser, quoi. Parce que c'est vrai qu'une vidéo, même pas chère, ça coûte quand même cher. Après Vine, ça demande quand même pas de créativité pour se différencier aussi. Hein. C'est sûr que... L'outil fait que si on fait juste un film comme ça, ça va pas se passer grand-chose, quoi. Donc il faut avoir déjà un peu de DA ou un contenu très créatif. Et un contenu on a très fait créatif. le test, on organise tous les ans une exposition d'art digital chez Accenture, donc c'est très décalé par rapport à l'image classique d'un cabinet de conseil. Et donc en fait, voilà, c'est totalement décalé. Et donc on a utilisé Vine justement pour donner de la visibilité aux artistes, aux œuvres. Voilà, c'est un monde en plus qui est, même dans le milieu de l'art, qui est assez méconnu finalement du grand public. Et là, ça se justifie finalement du coup d'utiliser Vine. En revanche, effectivement, on l'a testé sur cette opération. Je ne suis pas certaine qu'on va avoir des milliers d'occasions chez Accenture pour valoriser cette technique. Mais je suis d'accord avec vous, je trouve qu'il y a vraiment des choses à Vine comme Instagram, effectivement, aujourd'hui c'est intéressant pour des opérations un peu ponctuelles, événementielles, parce que du coup, il y a ce côté après sur du pérenne à voir. C'est du court terme. Ouais. C'est du court terme. J'avais vu qu'il y avait une agence de Belgique de communication qui avait communiqué, voilà, c'est ça, qui avait communiqué et recruté sur Vine, qui avait fait toute une campagne là-dessus. Et par contre, ils avaient bien dit, voilà, c'est éphémère, on ne va pas le faire pour tous les postes, un poste de DA, et on fait juste pour ce poste-là. Donc voilà, merci. Après, pour répondre à la question de tout à l'heure, je crois qu'on a tous des problématiques de ressources, que ce soit humaines ou financières, dans nos équipes marque employeur, peu importe où elles sont rattachées. Et si on n'est pas encore partout, c'est parce que
on sait très bien que si on va partout dès aujourd'hui, on va y aller mal. Et en termes d'image, ça va être dégradant pour l'entreprise. Donc très clairement, on y va petit à petit, quoi. Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques, de choses qui ont vraiment très bien fonctionné, justement, vous avez mis en place Bah, tout à l'heure, tu parlais de jeu. Moi, j'en ai déjà fait 2. Ça m'a coûté très cher. Hein. C'est des gros jeux. Bah, c'est des gros jeux. C'est un jeu qui se fait développer comme une appli pour mettre dans Facebook et c'est cher la ligne, quoi. Donc après, ouais, ça marche, mais le ROI là, par contre, c'est l'image, quoi. Là, pas trop souvent. Hein. Donc, ouais, pardon. Est-ce que vos recruteurs, ou est-ce que vous demandez aux différentes personnes que vous recrutez, vous leur demandez où est-ce qu'ils ont postulé, est-ce qu'ils ont vu une publication sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez l'habitude de demander à chaque fois aux différents candidats? Alors, je travaille pas en RH, mais j'essaye de poser cette question à les équipes RH pour justement savoir un peu plus. Oui. Et j'ai peu de réponses. Ouais. Et en même temps, je me dis que quand on est candidat aujourd'hui et qu'on est 2.0, finalement, si on s'intéresse à une entreprise pour aller chercher un job, ou si on s'intéresse d'abord à un job et qu'ensuite on vient voir ce que fait l'entreprise, peu importe le sens dans lequel vous arrivez, si vous arrivez sur le site carrière ou si vous arrivez par la page Facebook, en tous les cas, si vous portez un réel intérêt à cette entreprise, parce qu'il y a le job qui vous plaît dans cette entreprise, vous allez consulter tous les supports sur lesquels l'entreprise va mettre à disposition des informations. Et du coup, est-ce qu'au final, c'est super important de savoir par quel biais il est arrivé? Je vous retourne la question. Hein. Non, par rapport à l'audience, bien sûr, est-ce qu'on a bien ciblé son audience? Ouais. Est-ce qu'on a été impacté plus ou moins par quelque chose sur une vidéo? Justement, on est sur les réseaux sociaux ou sur les médias sociaux en général, on peut être impacté par une image ou par une vidéo qu'une société est faite. Et à ce moment-là, je me dis, bah tiens, j'avais pas pensé à cette société, mais pourquoi pas maintenant? Donc c'est ça, c'est quand même sympa de savoir si on a bien ciblé notre audience, si elle a bien vu si ce qu'on a fait, enfin, les campagnes menées par Accenture par exemple ont bien marché, ou également par vous. Donc je pense que pour vous, d'accord en avec tant que marque vous. employeur... Voilà, vous venez de dire un truc. Pour vous, en tant que marque employeur, le problème, c'est que les équipes RH qui sont dans leur métier de recrutement, c'est pas leur réflexe. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut aller, faut leur apprendre. Hein. Mais voilà, il y a un décalage. C'est-à-dire que... Avec la nuance quand même, que je pense que c'est vrai pour tous les métiers du marketing, pas uniquement pour le marketing candidat, c'est qu'il n'y a jamais une raison, une source, un support. Enfin, moi je suis désolée, mais j'ai des enfants à bas âge, je peux pas dire ah mais j'achète ce paquet de couches parce que je l'ai vu à la télé ou parce que on sait très bien qu'il y a plein de, la com en général, il y a plein de sources en fait d'informations, et je pense que pour les candidats c'est exactement pareil. D'ailleurs, quand on leur pose la question, ils savent pas tellement vous répondre. Ils savent plus répondre, voilà. Et le plus souvent, vous savez ce qu'ils répondent, ils disent oh mais je crois que j'ai lu un article. Alors que voilà, quand on ne fait pas d'article sur le recrutement, c'est bien que c'est pas possible. Les études, ça sert à rien, c'est ça? Ouais. Non, parce qu'ils savent plus, donc en fait ils vont vous répondre ce qui leur paraît plus évident, qui n'est pas forcément en fait une action sur laquelle vous auriez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de visibilité. En revanche, voilà, on peut mettre beaucoup d'argent sur un serious game et se dire, effectivement, comme me dit Laurent, le ROI derrière, je ne sais pas trop. Et en fait, et que ça ait influencé le candidat. Simplement, c'est pas forcément à ça qu'il va. Il va pas forcément vous dire ça. Non, mais tout à fait, parce que trop d'informations, une information, ça c'est sûr. Parce que on dit, je sais plus, les candidats ne savent même plus lorsqu'ils postulent à une annonce qu'ils reçoivent à travers les métamoteurs sur Indeed, etc. Ils savent pas si ça vient de Monster, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un impact. Moi, j'avais vu une vidéo sur Heineken qui m'a impacté. On l'a tous vu, tout le monde l'a partagé. Donc voilà. Trop de vidéos, tu pas la vidéo. Non, parfois non. C'était génial, donc je pense qu'on peut avoir... Je pense que là-dessus, il y a vraiment une obligation de moyens, peut-être moins une obligation de résultat. Effectivement, il faut faire tout ce qui est en pouvoir de traquer, en fait, effectivement, depuis les ATS, d'essayer de demander... Il y a trop de moyens d'obligation et pas de résultat, il faut le justifier. C'est l'agence qui parle. Quand on écoute l'agence, c'est toujours compliqué ça. Non, c'était juste sur Heineken, qui est vraiment un cas totalement atypique. Heineken, ils ont tellement de contraintes pour communiquer sur leurs produits qu'ils ont un super outil pour communiquer sur la RH, mais tout ça est organisé par la direction de la publicité et la direction de la communication.
Et je suis pas certain que même que la marque employeur ait été au courant de l'opération. Ça a bien marché. Mais c'est des budgets colossaux. Là, on est dans un autre monde. Bien sûr. En disant qu'effectivement, on ne sait pas savoir exactement. Parce qu'évidemment, on voit parler partout de la marque, mais ce qui est quand même aussi important, c'est de voir quel a été le dernier élément déclencheur qui a fait que la personne a été postulée. Et donc, évidemment, de traquer la source, d'où elle vient. Parce que c'est là aussi où on voit l'efficacité d'un réseau. Si on voit que sa première source de visite sur sa page carrière est par exemple Facebook, alors effectivement, ce sera peut-être intéressant d'investir davantage sur Facebook que dans notre réseau. C'est ce que je disais, c'est qu'après, savoir vraiment ce qui l'a motivé, ça va être compliqué, mais il faut essayer au maximum effectivement de mettre en place les outils de mesure. Voilà. Après, l'analyse, etc. Mais il faut essayer de le mettre en place au maximum. Voilà, c'est pas facile. Typiquement, par exemple, sur notre site carrière, on leur demande au moment où ils postulent par quel biais êtes-vous arrivé sur le site. Mais ça reste du déclaratif. Alors, on a des outils de tracking suffisamment performants pour savoir oui. où ils viennent. Oui, on en a, mais après, tu as aussi. Mais c'est incomplet. Voilà, c'est incomplet. C'est clairement incomplet. Tout n'est pas traquable. Donc en fait, on ne traque que ce qui est traquable. Et donc forcément, il y a plein d'actions. Enfin, j'imagine que vous faites comme nous, vous allez dans les écoles. Et honnêtement, la discussion avec un opérationnel sur un salon d'école, elle est beaucoup moins facilement traquable que le tag que vous allez mettre sur la bannière qui va vous ramener sur votre site carrière. Donc du coup, ça va tendance à mettre en avant beaucoup des sources traquables et moins le CAI. Et je trouve qu'en recrutement, c'est dommage parce qu'on sait que le CAI, c'est aussi ce qui va faire qu'on va convaincre un candidat. Donc moi je vous rejoins, je pense qu'il faut les mettre en place, parce que de toute façon il y a un moment donné il faut qu'on justifie à notre direction qu'on a fait des choses et que ça a donné quand même des résultats. Mais in fine, on sait tous qu'effectivement il n'y a pas, voilà, c'est partiel, exactement. C'est le sempiternel débat sur la ROI, via l'expérience candidat et l'expérience client. Si l'expérience candidat doit mimer l'expérience client, la règle marketing, c'est que 80% des décisions d'achat se prennent dans la boutique. Boutique en dur ou boutique online. Donc on enlève tout le reste et puis on va continuer à vendre 80%. Sauf que si on enlève tout le reste, on ne vend plus rien. On ne va pas appliquer les mêmes règles, expérience candidat, au final on ne va pas appliquer les mêmes règles, les pourcentages de conversion ne seront pas les mêmes et puis c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et c'est probablement une erreur de vouloir faire peser sur la marque employeur les obligations qu'on fait peser sur le marketing de rentabilité. Complètement d'accord. Quand je vois un produit, je suis capable de mettre un chiffre précis en face du produit vendu. Quand je recrute un collaborateur, puisque je l'ai recruté, je suis incapable de mettre le moindre chiffre en face de ce collaborateur, si ce n'est son salaire. Je pense que tout le temps passer à faire des rapports statistiques, etc., me le passer à réfléchir à des bonnes idées de contenu et de communication. Vraiment. Je ne sais pas si c'était la fin, mais c'est une ça tombe bien parce que c'est la fin, justement. C'est parfait timing. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.